journal vous est offert par le FPI. Faites des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Je voudrais saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Salut à tous, bienvenue à ce Midi Actualité que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est descendu hier mercredi à Kalemi, dans la province du Tanganyika. L'itinérance du président de la République en province lui permet, si pas d'inaugurer des bâtiments, mais en tout cas de faire des visites chantiers, afin d'en évaluer le niveau d'exécution. Dans le cadre de sa visite d'itinérance et d'inspection des provinces, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est arrivé mercredi 13 juin 2018 dans le courant de la matinée à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. À sa descente de l'avion à l'aéroport Kainda, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été accueilli par le gouverneur Richard Ngoyi Kitangala et quelques officiels de la province. Ensuite, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pris un bain de foule et la population l'a ovationné, brandissant des calicots avec les messages de soutien au Raïs. Rappelons que lors de sa dernière visite à Kalemi en septembre 2017, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait entrepris la visite de chantiers en construction dans la ville, notamment le bateau en construction au port de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la voirie urbaine en pleine modernisation, la nouvelle piste de l'aéroport et le nouveau stade de football en construction dans la ville de Kalemi. Demain vendredi, ce sera le 15 juin 2018. Les marteaux des présidents des deux chambres du Parlement résonneront 3 fois pour clôturer la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Les plénières sont marathons pour évacuer les urgences avec les projets et propositions de loi inscrits à l'ordre du jour. Hier, les députés nationaux étaient à l'hémicycle. Sur 298 députés nationaux présents ce mercredi à la plénière, 295 ont voté oui, 3 ont dit non, aucun ne s'est abstenu. Selon le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Rémi Massamba, le projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence, y compris la proposition de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, adoptées ainsi en séance subséquente, seront transmis au chef de l'État pour promulgation. L'option a été levée après avoir déclaré recevable le rapport sur ces 2 textes de loi présentés par la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat à travers les COFIN au cours de la plénière qui a également approuvé telles quelles leurs conclusions assorties des divergences totalement aplanies. Les divergences qui étaient apparues ont été purement de forme et nous les avons harmonisées. Sur le fond, il n'y a pas eu de grandes divergences,
mais tout s'est bien passé. C'est une grande nouvelle pour notre pays. Toutes les lois que nous examinons actuellement répondent aussi aux différents engagements auxquels nous avons souscrit, les différents traités et conventions internationales. Donc nous aurons une Cour des comptes à même d'imposer la loi de la bonne gestion et la transparence dans la gestion des finances publiques. Si le projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence vise à établir les règles claires, à préciser les procédures en la matière et à gérer les contentieux, la proposition de loi sur la Cour des comptes vise entre autres à renforcer le pouvoir de cette instance de contrôle. Au Sénat, le projet de loi portant ratification de la Convention de coopération entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo subissait une seconde lecture. Au terme des interventions des sages de la République, le projet de loi a été adopté. Doter la RDC d'un moyen efficace de renforcement de ses capacités de défense des intérêts vitaux de la nation. C'est ce que justifie la conclusion d'une convention de coopération militaire et technique avec la Fédération de Russie. Le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, a fait un plaidoyer ce mercredi au Sénat pour solliciter l'autorisation de ratification de cette convention. Il a d'abord fait l'état des lieux de la situation de l'armée depuis le vent de la perestroïka avant de montrer l'avantage d'un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie. Face à cet immense défi, notre pays, dont l'élan économique est mis à mal par la chute progressive du cours des matières premières, a besoin d'un nouveau souffle. C'est ainsi que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a jugé opportun d'approcher d'autres partenaires comme la République populaire de Chine et la Fédération de Russie. Cette nouvelle approche n'exclut en rien les partenariats déjà existants avec nos alliés traditionnels occidentaux. C'est ainsi que, rassurés par la qualité exemplaire de notre coopération militaire avec la République populaire de Chine, nous avons cru utile d'étendre aussi notre sphère de collaboration à la Fédération de Russie. Pour le ministre de la Défense, la Russie offre une meilleure garantie d'un partenariat gagnant-gagnant. Le débat général a été focalisé sur le contenu de cette convention, distribuée du reste en pleine séance, la part que la RDC devra donner en retour à la Russie et le temps que cette convention a mis pour solliciter aujourd'hui sa ratification, mais également sur l'évaluation. En ce qui concerne ce dernier aspect, le ministre de la Défense a affirmé que cela se fait à 3 niveaux. La formation qui marche impeccablement bien, l'équipement avec les difficultés liées à la modicité du budget et le casernement. À propos de l'équipement, le ministre Atamatabe a fait savoir qu'il existe une loi de programmation encore en souffrance. La convention porte entre autres sur la livraison des armements, matériel de guerre, des pièces de réchange, équipements d'instruction et auxiliaires pour les armements et matériels de guerre de fabrication russe, ainsi que la formation des spécialistes militaires dans les écoles russes appropriées selon les besoins. Le texte de loi a été adopté en séance subséquente. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC d'abord, ensuite MONUSCO, est présente au pays depuis plus de 2 décennies maintenant. Il faut sérieusement envisager son départ. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et de l'intégration régionale et celui de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que Leila Zerougui, chef de la MONUSCO en RDC, se sont retrouvés pour évaluer l'action de cette mission sur le terrain. Bilan et mandat de la MONUSCO, sujet examiné sans langue de bois et qui a vu autour d'une table le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Léonard Séoki-Tundu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, Leila Zerougui, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et quelques responsables de services de sécurité. Une rencontre normale dans le cadre de la collaboration et dialogue permanent entre la mission onusienne et les autorités gouvernementales. Déclaration faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Léonard Séoki-Tundu à l'issue de cette rencontre. Dans le cadre de la collaboration et du dialogue permanent qui existe entre la MONUSCO et les autorités gouvernementales. Donc il est question qu'on se retrouve régulièrement pour voir comment on applique le mandat de la MONUSCO conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour ça. Donc un échange entre la MONUSCO et les autorités gouvernementales. Et nous allons nous trouver régulièrement.
Où en est-on avec le Fonds national pour le renforcement des capacités et comment évolue le programme national de renforcement des capacités? Ce sont là quelques questions autour desquelles la réunion que le ministre d'État du Plan Modeste Bahati Lukwebo a eue avec la délégation de la Banque mondiale a tourné. Un reportage de Sandra Nyangui. Autour de ces tables, le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État, ministre du Plan et le coordonnateur du Sénarec d'une part, et de l'autre part, la mission de la Banque mondiale conduite par son représentant résident par intérim. Au menu des échanges, l'évolution du projet de la réforme du rajeunissement de l'administration publique et le renforcement de capacités des centres de formation continue dits d'excellence à travers la République démocratique du Congo. À ce stade, les deux parties ont passé en revue ce qu'a été déjà fait ainsi que les perspectives d'avenir. Le représentant résident par intérim de la Banque mondiale, M. Chabi Bou Habib, a tout d'abord remercié le Sénarec pour son appui au renforcement de capacité des agents de l'administration publique. Il a également évoqué la question de finalisation du programme national de renforcement de capacité. Le ministre d'État, ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo, qui a présidé cette réunion, a informé les partenaires de la Banque mondiale que le gouvernement a déjà mis à la disposition du programme national de renforcement de capacité une enveloppe de 350 millions de francs congolais qui se trouve dans la chaîne des dépenses. Modeste Bahati a aussi souhaité que la Banque mondiale alloue une provision trimestrielle pour que le Sénarec appure le 4 mois d'arriérés des salaires des experts et qu'il rattrape le retard constaté dans le programme de certification de niveau 2 de cadre en ARR. Tous les objectifs sont atteints en ce qui concerne l'évaluation partielle. Il va rester maintenant que nous puissions accélérer la mise sur pied de ce qu'on appelle le Fonds national pour le renforcement des capacités. Et de ce côté-là, le gouvernement est déjà engagé. Kinshasa la belle, c'est une vieille image. Le visage de la capitale de la République démocratique du Congo s'abîme au jour le jour et si rien n'est fait, les poubelles et les herbes sauvages envahiront tous les espaces verts. Le président de la République a décidé d'intervenir et son directeur de cabinet, Néhémie Mwilanya Wilonja, et le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimbuta Yango, ont procédé au lancement des travaux d'aménagement de ces espaces. Un reportage d'Elisette Moujinga. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimbuta Yango, a lancé dernièrement les travaux d'aménagement des espaces verts, compris entre le boulevard Lumumba et les petits boulevards dans la commune de Limete. C'était en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mwilanya Wilonja. Ces travaux concernent le tronçon compris entre la 1e et la 16e rue Limete. Ils vont consister en la construction des toilettes publiques, au pavage, à l'aménagement des espaces publics destinés aux jeux d'hiver et restaurants écologiques. Si nous sommes ici, c'est sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le but, c'est rendre la ville propre, plus particulièrement les boulevards Lumumba dans sa partie comprise entre la 1e rue jusqu'à l'échangeur. Donc faire de la partie entre les deux boulevards un site où les Quinois peuvent aller prendre un coca, peuvent aller lire un journal, disons propre, embelli, comme le chef écologiste. Il a insisté à ce que nous plantons la pelouse et que nous plantons des arbres. Sur les allées, on va mettre les pavés. En dessous des passerelles, il y aura des toilettes. Donc on va vraiment embellir la ville. C'est une commission, l'agence de grands travaux, la ville de Kinshasa. Le coût des travaux est évalué à plus de 16 millions de dollars américains avec une durée maximale estimée à 12 mois. La cacaoyère de Bengamisa va renaître de ses cendres. Il y a lieu de l'espérer en faisant foi au document du protocole d'accord qui vient d'être signé entre le ministre de l'Agriculture et une firme sud-africaine spécialisée en la production du cacao. Un reportage de Bobette Yenga. En apposant leur signature au bas des pages de ces protocoles d'accord, la partie congolaise représentée par le ministre de l'Agriculture Georges Kazadeka Bongo et la partie sud-africaine par M. Pete Koster de Ramsès s'engage de respecter les clauses pour la relance de la cacaoyère de Bengamisa dont les premières récoltes sont attendues en 2019. Notre objectif, c'est de trouver les solutions aux problèmes de la population. Les travailleurs qui sont restés impayés pendant plusieurs mois, maintenant, ils vont quand même recevoir au départ 24 mois de leur salaire impayé.
Il s'agit d'un grand projet qui s'inscrit dans un partenariat public-privé avec une enveloppe de 20 millions de dollars américains pour l'exploitation du cacao et 250 millions pour les infrastructures dépendant de Caben. Pour le directeur général de Caben, Willy Maingolo, ce projet se veut être une relance pour soutenir l'économie nationale. La Caben avait pris contact avec Ramsès Investment et aujourd'hui nous sommes à ces résultats couronnés par la signature de ce protocole d'accord qui va justement permettre cette collaboration amener le développement de l'agriculture en RDC. Créé en 1981 pour le développement de la culture du cacao en RDC, Caben, en cours de financement 5 ans après sa création, va retrouver son souffle et les agents et cadres vont retrouver un sourire. Un deuxième lot de machines à voter est arrivé à l'aéroport international de Ndjili hier mercredi. Le vice-président de la commission électorale nationale indépendante Norbert Basengezi Katintima, les membres du bureau et de la plénière ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir ce lot destiné à la didactique des électeurs. 1000 machines à voter sont arrivées ce 13 juin 2018 à Kinshasa en provenance de Séoul en Corée du Sud. C'est le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, qui a réceptionné ces lots importants entourés des membres du bureau et de la plénière de la CENI, ainsi que du secrétaire exécutif national et du secrétaire exécutif national adjoint. Pour Norbert Basengezi Katintima, ces machines viennent pour sensibiliser 734 chefferies et secteurs, 683 groupements et 80 000 villages. Cette rencontre historique du 23 décembre ne peut se faire qu'avec des matériels. Nous venons réceptionner 1000 machines à voter telles que nous l'avons annoncé. Mirou System va fabriquer 10 000 machines, en juillet 30 000 machines, en août 36 000 machines et en septembre 36 000 machines et nous aurons terminé le tout pour les déployer facilement, sans précipitation et que ces élections pas attendues s'effacent pour avoir des députés provinciaux, des députés nationaux et un chef d'État élu le 23 décembre. Norbert Basengezi Katintima, vice-président de la CENI, a également signifié que ces machines à voter sont destinées à apprendre aux électeurs le comment voter. Les illettrés, les personnes vivant avec handicap et les vieilles personnes seront assistées pour toucher à la machine à voter. Dans 16 jours exactement, ce sera le 30 juin et la République démocratique du Congo fêtera ses 58 ans d'indépendance. La radio-télévision nationale congolaise, dans le cadre de ses préparatifs, a envoyé des équipes sur le terrain pour reconstituer les faits de ce long processus vers la souveraineté nationale et internationale. Une équipe était au Congo central et sur son chemin, elle a rencontré le gouverneur Jacques Mbadoussitou. C'est après 4 jours de dur labeur dans le cadre de la réalisation d'un documentaire sur les traces de la colonisation que l'équipe de 4 journalistes de la rédaction centrale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC nationale est conduite ce mardi 12 juin 2018 auprès du gouverneur Jacques Mbadoussitou par Willy Ngoma, conseiller au ministère provincial de l'éducation. Leurs échanges avec le numéro 1 du Congo central portent notamment sur la fin de leur mission à travers la province. C'est en marge de la célébration des 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais surtout et également lui tirer le verre du nez quant aux différents vestiges qui regorgent le Congo central. Revenir sur le parcours de la colonisation, notamment certains vestiges liés à la colonisation. Et nous sommes partis de Mwanda, Boma, Tsingini, Tiamfumo, Mwanda, nous sommes là. Et même ici dans la ville de Matadi, on a même fait Vivi dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du pays. Il s'y est de souligner que d'autres journalistes de la chaîne nationale ont été également dépêchés pour la même mission. Le besoin de développement et l'exigence de l'émergence imposent une réadaptation des écoles techniques agricoles en République démocratique du Congo. L'Institut des techniques agricoles de Mumbele a reçu un lot
important de matériel. Cette remise par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena inaugure un processus qui touchera toutes les écoles agricoles de la RDC. Le gouvernement congolais est déterminé à renforcer les compétences et connaissances des apprenants des filières techniques agricoles en les dotant des infrastructures scolaires modernes et matériel didactique, des options ci-après l'agriculture, l'industrie et la nutrition. Question d'améliorer la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Cela se concrétise par la signature du plan de développement de l'Institut agricole de Montbélé dans la commune de Limete entre le ministre de l'EPSP et les préfets de l'ITEA dans le cadre du processus de modernisation des 18 établissements d'enseignement technique ciblés par le gouvernement congolais. Ces projets s'emploient à former des compétences dans les secteurs en pleine croissance tels que l'agriculture, les mines, ainsi que les bâtiments et travaux publics. Les défis actuels de l'Institut technique agricole de Montbélé, comme celui de la plupart des établissements d'enseignement analogues, et non seulement de former les techniciens dans les domaines agricoles, mais également des entrepreneurs capables d'apporter une valeur ajoutée par la qualité de leurs prestations dans leur carrière professionnelle. Appuyé par la Banque mondiale, le plan de développement de l'établissement constitue un véritable soulagement pour les apprenants en section technique agricole et à toute la communauté congolaise. L'enjeu étant de répondre aux exigences du marché d'emploi. Avec l'hydraulique rurale, il y a la possibilité de donner de l'eau potable à tous citoyens, même ceux des milieux ruraux. Le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, en fait la preuve avec ses puits de forage installés dans les villages du Congo central. Le lycée Louila et Kivuvu-Kisiama dans le Congo central connaissent des sérieux problèmes de dessertes en eau potable avec leur fourrage et les problèmes de l'énergie électrique. Aussitôt informé de la situation, le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, est descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Tout d'abord, ici au lycée Louila, Justin Bitakwira, après avoir s'enquéri de la situation, un beau-père de famille a fait un don de plusieurs sacs de farine de maïs, de riz et des bidons d'huile. Au lycée Kivuvu-Kisiama, le ministre du Développement rural s'est livré au même exercice et a également fait un don important de vivre. Un geste de générosité qui a fortement marqué le bénéficiaire. Que la priorité, c'est d'abord nos enfants. Et ce qui est grave, c'est un internat de filles. Vous savez, la femme est sensible à l'eau. Je crois que nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour donner de l'eau à cette communauté scolaire. Compte tenu de bâtiments que je vois ici, l'éclairage rural ne suffirait pas. Il faut plutôt recourir au ministère de l'Énergie, au service de l'ASNEL. Il faudra que les mêmes services soient aussi sensibles que les miens. Pour ce qui est des problèmes de forage d'eau, Justin Bitakwira a promis de revenir si rapidement avec des investisseurs coréens pour décanter la situation. Juste après, sur son chemin de retour, l'autorité morale de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN, s'est entretenue avec sa base de Madimba. Il les a sensibilisés sur les enjeux politiques de l'heure et les a appelés à se préparer pour les élections à venir. Les rhinocéros blancs, les okapis, sont des espèces endémiques en République démocratique du Congo. Vous voulez les voir dans les milieux naturels, c'est au parc de la Garamba que vous le verrez. Ce parc, justement, totalise 80 ans depuis sa création. Une cérémonie commémorative de cet anniversaire a été organisée et c'est le docteur Jean-Pierre Lola-Kisanga, gouverneur de la province du Haut-Uélé, qui l'a présidé. Créé le 17 mars 1938, le parc national de la Garamba, situé dans la province du Haut-Uélé, a célébré ce 13 juin 2018 ses 80 ans d'existence. Une grande cérémonie a été organisée à cette fin à Naguero, en plein cœur du parc. Cérémonie présidée personnellement par le gouverneur de province, honorable docteur Jean-Pierre Lola-Kisanga, en présence de plusieurs hôtes de marque, dont l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, les directeurs pays de l'USAID, les directeurs généraux de l'ICCN, ainsi que les directeurs exécutifs de African Park Network, gestionnaire du parc national de la Garamba. Occasion pour le chef de l'exécutif provincial du Haut-Uélé de rendre hommage au chef de l'État pour la paix et son appui sans faille au parc national de la Garamba, avant de saluer les efforts fournis par le partenaire du parc et la communauté riveraine
pour la réduction très considérable du braconnage d'éléphants, soit 100 éléphants abattus en 2015 contre seulement 2 en 2018. Nous sommes aujourd'hui fiers, à cette occasion d'anniversaire, aujourd'hui annoncé par le gestionnaire du parc, que si les efforts de la République, par le gouvernement provincial à travers les forces de sécurité et de défense, se poursuivent dans le même élan pour asseoir une sécurisation durable dans toute la sous-région et dans la zone du parc, il est donc possible de repeupler demain le parc de la Garamba avec les nouveaux individus de rhinos blancs du Nord pour que le parc de la Garamba puisse retrouver son étoffe. Au cours de la même célébration, 135 kilos d'ivoire saisis entre les mains des braconniers et autres trafiquants ont été incinérés par les gouverneurs de province, une façon de montrer le caractère inutile du trafic d'ivoire. Aussi, l'autorité provinciale a, au nom du chef de l'État, pris acte de prestation de serment des éco-gardes de la 8e promotion baptisée IMIS qui viennent déterminer leur formation. Au Sud Kivu, le gouverneur de province Claude Nyamugabo était sur le terrain en train d'inspecter les routes en construction et celles qui ont besoin d'être réhabilitées. Au deuxième jour de sa tournée en territoire d'Ouvira, le gouverneur du Sud Kivu, maître Claude Nyamugabo Bazibou, a effectué une visite d'inspection au port de Kalundu, le deuxième plus grand port de la République démocratique du Congo après celui de Matadi. Claude Nyamugabo a par l'occasion annoncé les débuts des travaux de modernisation de cette infrastructure d'ici la dernière semaine du mois de juin en cours. J'ai le plaisir d'annoncer à notre population que la dernière semaine du mois de juin, nous allons lancer les travaux de dragage de ce port pour la première phase, et la deuxième phase sera de moderniser carrément ce port qui est le port, le deuxième port du pays. Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Après Matadi, c'est Kalundu. Et ce port est un port très important pour l'économie de notre province. C'est le poumon économique de la province ici. Et le gouvernement ne pouvait pas rester inactif par rapport à cela. Nous avons trouvé un financement pour pouvoir draguer ce port et le moderniser. Ce financement devra permettre d'entamer les travaux de dragage en vue du désensablement de l'entrée du port étant devenu trop exigu, chose qui ne permet plus à ce stade aux bateaux de gros tonnage d'accoster sur le quai. Selon le commissaire lacustre, les engins de la société Trademark ainsi que des techniciens devant exécuter les travaux sont déjà en Tanzanie voisine et prêts à rejoindre très bientôt Uvira en République démocratique du Congo. Ensuite interviendra la deuxième phase des travaux qui consisteront à l'allongement du quai d'accostage car la fréquence de mouvement à ce port une fois désensablé sera encore plus important. Kalundu étant le point reliant la RDC au Burundi, à la Tanzanie et à la Zambie. Vous avez donc compris qu'il ne s'agissait pas de route mais plutôt du port de Kalungu dont les travaux de dragage vont commencer d'ici la fin du mois. En sport, on s'attend à un régal sans égal avec la Coupe du Monde de football dont la cérémonie d'ouverture intervient tout à l'heure et vous allez la suivre en intégralité sur la radio-télévision nationale congolaise. Au pays, le championnat national Vodacom Ligue 1 dans sa phase retour s'est poursuivi hier sur différents stades. À Kinshasa, Rangers a été renvoyé aux études par l'association sportive des clubs. 6 buts à 1 et en deuxième explication, les Immaculés ont pulvérisé les monstres 4 buts à 1. Résumé dans ces images. Poursuite de la Vodacom Ligue 1 à Kinshasa hier au stade des Martyrs a vu en premier lieu le club s'imposer sur Rangers 6 à 1. Pour y parvenir, les Dauphins Noirs de Kinshasa ont eu à renverser la situation en seconde mi-temps. La première était dominée au Marquois par les protégés de Lambert Osango 0 à 1. On a fait une mauvaise entrée de la première période. On n'était pas vraiment à la page. Il a fallu attendre le 45 dernières minutes pour rectifier un peu le positionnement des joueurs. C'est ce qui nous a facilité la tâche. Ils n'ont pas respecté les consignes. Quand vous laissez l'espace contre une équipe comme Veclem de prendre des buts, il y a des joueurs très vitesse au niveau de l'attaque de Veclem. On a laissé l'espace, on a pris des buts. Dans l'autre rencontre de la journée à Kinshasa, les Immaculés qui sont bien rentrés dans le match face à leur adversaire du jour, Dragon Bilima, en marquant à la première période. À la pause, le score était de 1 but à 0. La deuxième mi-temps, dans le souci d'améliorer leur différence de buts, les Dangmen ont appuyé sur l'accélérateur pour marquer 3 buts de plus, mais surpris à la toute dernière minute par Dragon qui marque son unique but.
au finish 4 buts à 1. Autre résultat enregistré, on note la victoire de Maniema Union sur Don Bosco, 2 buts à 0. Dauphin Noir s'est incliné face au tout-puissant Mazembe, 0 but contre 1. Et Sa Majesté Sangabalende a corrigé la jeunesse sportive du groupe Bazano, 6 buts à 0. La revue de presse à présent avec Bobo Mukundi qui est déjà sur ses plateaux. Bonjour Bobo. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Ce journal des journaux commence par Forum des As qui titre Convention militaire RDC-Russie. Atamata Bemougodi révèle les raisons et les avantages du deal. Et la même nouvelle est à lire dans le journal L'Avenir. L'objectif poursuivi est d'accroître la capacité de défense de la République démocratique du Congo. D'après Forum des As, Atamata Be, ministre de la Défense nationale, a fait un plaidoyer en 5 points où il a livré les avantages d'un partenariat avec la Russie sans exclusive traditionnelle comme la France. La Belgique, les USA, selon lui, poursuit les journaux. La Russie offre le meilleur garantie de coopération gagnant-gagnant. C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo a préféré sur le plan de relations internationales pratiquer la politique de réalisme dans une diplomatie économique qui définit les alliances sans état d'âme. La coopération avec les USA est limitée, a dit le ministre de la Défense nationale, écrit ici par Forum des As. Même nouvelle à lire à la une du journal L'Avenir qui pense selon lui que la République démocratique du Congo face au défi de la sécurisation du pays se devait de relancer la coopération militaire et technique avec son allié traditionnel, la Russie, pour l'avenir, confronté à l'activisme des ADF Nalu et d'autres mouvements rebelles qui alimentent l'insécurité dans la partie est du pays. La République démocratique du Congo aura besoin non seulement de la formation mais aussi des matériels militaires modernes pour s'équiper et se moderniser. Et le journal stipule à ce sujet que 10e armée de l'Afrique, le FARDC, vont bénéficier de moyens et matériels afin de rivaloriser avec d'autres puissances militaires dans le monde. Justement, le journal L'Avenir écrit dans sa page intérieure sur les méthodes préventives pour lutter contre la mortalité maternelle due à l'avortement clandestin. C'est une observation faite par notre confrère. Plusieurs femmes congolaises qui tombent enceintes, surtout en dehors du mariage, se font avorter avec consentement de l'auteur de la grossesse ou non. Le constant est le même chez les jeunes filles qui sont en âge de scolarité à Kinshasa et ailleurs. Et pourtant, précise le journal, cette pratique a des conséquences non négligeables chez la femme, car la plupart des avortements se font dans des conditions précaires. C'est ce qui entraîne le risque de la mort. Cependant, le journal indique que les conséquences sociales et économiques se résument dans l'abandon scolaire et la soumission à un emploi mal payé ou à la prostitution, les régies familiales et la position d'être stigmatisé. Pour remédier à cela, l'avenir signale à cet effet qu'il faudra prôner la sensibilisation de l'usage des contraceptiques et autres. Bobo Mokundi, ce tour du kiosque, nous allons le boucler avec Elaïs Hebdo qui fait un tour en province et précisément dans la province de l'Ituri et écrit environ 6070 hectares de champs envahis par les criquets à Arou. Effectivement, Edith Yala, cette situation perdure depuis plusieurs mois a déploré le dimanche dernier. Antoine Mopepe, représentant de la société civile locale, il a essayé de relayer à cet effet les propos de ces derniers, je cite. Il se pose aussi un autre problème des criquets ravageurs des maniocs. Ces criquets ont déjà envahi 13 groupements sur les 18 qui composent la chefferie des Zika. Nous sommes là en Ituri, a détaillé Antoine Mopepe, affirme le journal. En attendant, l'hebdomadaire indique cependant que la société civile de ces territoires appelle les agriculteurs concernés par ces phénomènes à procéder par des luttes mécaniques et les invite à détruire les plantes déjà affectées et à débarrasser les champs de toutes les herbes parasites. Voilà, Edith Chala, l'essentiel des journaux Paris ce matin. Merci Bobo. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Je l'arrête.